Good morning, everyone. Bonjour à tous. Comme mon accent le trahit, je suis basée à Singapour et je vais donc faire cette conférence inaugurale en Singlish. Je sais qu'il y a au moins une personne dans cet auditorium qui aura compris. C'est non seulement un honneur, mais aussi un plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui. Je tiens à remercier vivement le professeur Daudet, président du curatorium, le secrétaire général Jean-Marc Touvenin, ainsi que l'ensemble du personnel du secrétariat et les membres du curatorium, de me donner l'occasion de m'adresser à vous aujourd'hui sur un sujet qui constitue la trame de ma carrière professionnelle depuis de longues années déjà, depuis que j'ai rejoint un cabinet d'avocats new-yorkais en 1979. Le sujet, c'est la pratique du droit international et j'insiste sur le mot pratique car je me présente devant vous non pas en tant qu'universitaire, en tant que chercheur ou responsable politique ou ministre, je ne négocie pas d'accords internationaux. Je suis un praticien qui travaille dans un cabinet d'avocats. J'ai exercé à New York, à Londres, à Paris, et maintenant je suis à Singapour. Cela fait au total plus d'une quarantaine d'années et je travaille dans le domaine du droit international public, ce qui m'a amené à m'intéresser au contentieux international, entre autres à la CIJ, au tribunal de Hambourg, au tribunal des réclamations Iran-États-Unis, dans domaines divers, arbitrage interétatique et arbitrage d'investissement, domaine non contentieux aussi, également pour le compte de gouvernements, de multinationales. Et c'est pour ça que je vais aujourd'hui me concentrer sur certains aspects pratiques du droit international et je laisserai un peu de côté pour l'instant l'analyse de la théorie et du droit matériel qui sera traité par d'autres. Vous avez la chance de bénéficier pour le cours général de l'un des plus grands universitaires et praticiens de droit international public au monde et je parle bien sûr du professeur Alain Pellet. En dehors de ses activités universitaires et scientifiques, il a plaidé devant la Cour internationale de justice plus souvent que quiconque, et cela, je dois le dire, m'a été pour moi une source d'inspiration, de motivation, et j'ose le dire, de grand plaisir, puisque nous avons travaillé ensemble souvent du même côté, dans les mêmes équipes ou comme adversaires dans de nombreuses affaires. Je ne pense pas qu'une conférence intitulée La pratique du droit international aurait eu beaucoup de succès si elle avait été proposée il y a 40 ans de cela, à mes débuts sur ce terrain, à la fin des années 70, lorsque je me suis engagée dans cette voie. Rares étaient les occasions de faire du droit international public, d'en faire sa pratique, d'y faire carrière. La Cour internationale de justice n'avait pratiquement jamais été saisie, il n'y avait pas de convention des Nations Unies sur le droit de la mer à l'époque, et donc pas de tribunal international du droit de la mer ou d'arbitrage en vertu de l'annexe 7, pas d'arbitrage entre investisseurs et États, pas de tribunal des réclamations Iran-États-Unis, pas de tribunaux pénaux internationaux, pas de tribunaux pour l'ex-Yougoslavie, le Rwanda ou autre, pas d'organisation mondiale du commerce et très peu d'arbitrage ad hoc entre États. Et donc, je n'aurais rien eu à faire, en quelque sorte. Il y a eu, c'est vrai, certains domaines du droit dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui étaient leur balbutiement en termes de principes juridiques. Ainsi, le droit de la délimitation maritime, qui n'était pas très élaboré. Il y a eu les affaires du plateau continental de la mer du Nord en 1969, l'arbitrage anglo-français de 1977, un peu de pratique étatique, mais pas grand-chose d'autre. Comment appliquer les principes d'équité, en particulier après que la Cour internationale de justice ait indiqué en 1982 dans l'affaire Tunisie-Libye que la méthode d'équidistance n'avait pas de statut privilégié et qu'elle n'avait même pas vocation à constituer l'incontournable première étape du processus de délimitation. Bien sûr, à l'époque, la zone économique exclusive des 2000 nautiques n'existait pas en droit international coutumier
pas plus que conventionnelle, et la définition des limites du plateau continental proposée par la Convention de Genève de 1958 n'était pas satisfaisante, se fondant sur un critère de profondeur de 200 000 associé à une notion souple de capacité d'exploitation. La loi ne prévoyait aucune limite fixe, aucune certitude, aucune sécurité. Or, bien que la Convention sur le droit de la mer de 1982 ait clarifié les limites du plateau continental, la CLPC, pour délimiter les limites du plateau au-delà des 200 000 marins, elle n'a pas beaucoup clarifié les principes et règles de limitation maritime. Les choses n'étaient pas encore claires à l'époque. Les articles 74 et 83 de la Convention font simplement référence au droit international et à l'objectif qui est de parvenir à une solution équitable. Quant à la jurisprudence de la Cour à l'époque, elle se fondait sur ce que l'on appelait les principes d'équité, c'est-à-dire les circonstances pertinentes qui régissent la délimitation des zones maritimes situées au-delà des mers territoriales. Et contrairement à l'article 15 de la Convention relative à la délimitation de la mer territoriale, qui faisait jouer la règle des circonstances spéciales, nulle part n'était évoqué, quant à la ZE ou au plateau continental, une quelconque méthode de délimitation particulière. Rien, absolument rien. Ça n'est qu'en 2001 et 2002, avec les décisions rendues par la Cour dans les affaires de Qatar-Bahreïn et du Cameroun-Nigeria, que les principes et les règles du droit international relatifs à la délimitation ont commencé à prendre forme. En indiquant que les règles de limitation du plateau continental étaient similaires et étroitement liées à celles de la délimitation de la mer territoriale, la Cour ouvrit la voie à ce qui devait devenir le processus de délimitation des zones maritimes en 3 temps. Tout d'abord, le calcul d'une ligne d'équidistance provisoire, bien que le repérage des points de base à partir desquels calculer cette ligne puisse parfois être litigieux ou problématique. Deuxièmement, l'identification de toutes circonstances pertinentes caractérisant la zone délimitée qui appelle ou justifie un ajustement de la ligne d'équidistance provisoire. Et troisièmement, l'application du critère de proportionnalité, ou comme on l'appelle parfois maintenant, du test de non-disproportionnalité, pour confirmer que la ligne résultant de l'application des 2 premières étapes produit un résultat qui n'est pas exagérément disproportionné. D'autres domaines du droit n'avaient pas non plus atteint le niveau de maturité qu'ils possèdent aujourd'hui. Pour n'en citer que quelques-uns, le droit international de l'environnement, y compris le principe de la prévention des dommages environnementaux transfrontaliers et le principe de précaution furent mis en première ligne. La CDI ne devait adopter son projet d'article sur la responsabilité de l'État qu'en 2001. Les droits de l'homme n'ont pas attiré beaucoup d'attention dans la communauté des juristes, des praticiens du droit. Un texte sur le régime des cours d'eau a pris forme lentement. Il est vrai que dès 1966, nous avions les règles d'Helsinki sur l'utilisation des eaux des fleuves internationaux, remplacées ensuite par les règles de Berlin, adoptées par la CDI en 2004. Mais la Convention des Nations Unies de 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, fruit de 23 ans de travaux préparatoires à la Commission du droit international, n'est entrée en vigueur qu'en 2014 avec sa 35e ratification. Passons à la protection des investissements, qui est devenue une mine de travail pour les praticiens. Jusqu'aux années 1980, les investisseurs privés qui se heurtaient à l'ingérence de l'État devaient faire appel à la protection diplomatique ou à leur État d'origine pour qu'ils épousent leur cause. Principe, ils n'avaient aucune chance de pouvoir à gain de cause directement contre l'État.
Sur des questions de fond, la conséquence juridique de la nationalisation et de l'expropriation ont fait l'objet de débats très longs dans les années 70, jusque dans les années 80 d'ailleurs, 90 pardon. On a souvent cité la célèbre affaire de l'usine Chaussov qui a soulevé un certain nombre de questions. Quelle différence pratique entre expropriation dite légale et expropriation illégale? Les nationalisations de secteurs entiers de l'économie méritaient-elles un traitement différent des autres cas d'expropriation discrète? Quelles normes, quelle méthodologie utiliser pour évaluer les indemnisations et qui, à part des économistes, avait déjà entendu parler de la méthode des cash flows actualisés, discounted cash flow, DCF, où on maîtrisait le fonctionnement? Où trouver le juste équilibre entre le droit d'un État à légiférer dans l'intérêt public et les attentes légitimes des investisseurs qui avaient misé sur un régime juridique stable alors qu'ils changeaient du tout au tout? Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez d'ores et déjà compris. Les juridictions internationales sont toujours confrontées aux mêmes problèmes, mais elles bénéficient désormais des connaissances acquises grâce à la pratique et à la procédure arbitrale qui n'existait pas il y a 40 ans, à mes débuts dans cette carrière. Lors de la réunion de la Société américaine de ce printemps, dont le thème d'ailleurs, peut-être n'était-ce pas à hasard, le droit international dans la pratique, Sir Christopher Greenwood, un ancien juge à la CIJ, racontait que lorsqu'il a ouvert les volumes, les rapports de la CIJ, ceux de 1977, année où lui aussi se lançait dans sa carrière distinguée et éminente, ce volume de rapports comportait 4 pages, 2 en français, 2 en anglais, avec à la clé une note indiquant que le volume ne contenait ni index ni table des matières, pas la peine pour 4 pages, n'est-ce pas, suivi d'une mention manuscrite dans le volume du juge Greenwood, ni rien d'autre. Comme le paysage a changé. Et si la pertinence du droit international dans le climat politique actuel peut susciter le cynisme dans certains milieux, des opportunités dont je n'avais jamais rêvé il y a tant d'années abondent désormais. Consultez la liste des affaires pendantes devant la CIJ. 14 affaires de ce type, dont 13 sont pendantes. L'objet de ces affaires couvre un large éventail de questions relatives au droit international, depuis la délimitation du plateau continental, au-delà des 200 000 marins, à la validité des décisions arbitrales antérieures, en passant par l'obligation de négocier toute question liée à l'accès à la mer revendiquée par un État, l'application et l'interprétation des conventions sur la répression du financement du terrorisme, l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les demandes relatives à une violation présumée des espaces maritimes, la question des immunités et des poursuites pénales contre un fonctionnaire, la Convention de Vienne sur les relations consulaires, l'État et l'utilisation des cours d'eau, une demande d'avis consultatif sur les conséquences juridiques de la séparation de l'archipel des Chagos de Maurice, et jusqu'à leur abandon le mois dernier, 2 affaires concernant une demande en révision et interprétation d'un jugement rendu par la Cour en 2008. Bref, la Cour n'a jamais été aussi occupée et je pense qu'il faudra attendre longtemps pour revoir un volume des rapports de la CIJ aussi mince que celui de 1977. Et si vous ne trouvez aucune question de droit international public qui vous interpelle dans cette liste d'affaires, eh bien peut-être n'êtes-vous pas au bon endroit ce matin. À Hambourg, le tribunal international du droit de la mer a également vu sa jurisprudence s'élargir, s'étoffer et le profil des affaires en question qui lui sont soumises se diversifier. 10 des 15 premières affaires portées devant le TIDM
concernaient des promptes mains levées. Mais le tribunal a également ordonné des mesures conservatoires dans l'attente de la constitution des tribunaux prévus par l'annexe 7, dans 6 affaires que je cite: le thon à nageoire bleue, les travaux de poldérisation entre la Malaisie et Singapour, l'Ara Libertad, l'Arctic Sunrise, l'affaire de l'Erika Lexi pendante entre l'Italie et l'Inde et l'affaire de l'usine MOX. Et plus récemment, le TIDM a statué sur 2 affaires de délimitation maritime. Il mourrait d'envie d'être saisi d'une affaire de délimitation apanage de la Cour. Et finalement, il lui en a été confié 2 plutôt qu'une. Les affaires Bangladesh-Myanmar et l'affaire Ghana-Côte d'Ivoire, y compris la première affaire concernant la délimitation du plateau continental extérieur au-delà de 200 000, où là encore, pour la première fois dans une procédure judiciaire, une zone grise a été instaurée dans laquelle un des États a des droits souverains sur la colonne d'eau, l'autre État se voyant octroyer des droits souverains sur le fond de mer et le sous-sol de la mer. Les clients potentiels du tribunal de Hambourg, en quête de prévisibilité, auront noté que tant le tribunal, dans sa formation plénière complète dans l'affaire Bangladesh-Myanmar, qu'une chambre spéciale dans l'affaire Côte d'Ivoire-Ghana ont adhéré au principe de base de la délimitation posée en son temps par la CIJ. Et notons au passage que les tribunaux constitués en vertu de l'annexe 7 de la CNUDM se sont également largement appuyés sur la jurisprudence de la Cour en matière de délimitation maritime. On remarquera que les 2 affaires de délimitation maritime qui ont été tranchées par le TIDM, introduites en vertu de l'annexe 7, l'ont été selon des dispositions par défaut de l'article 297 de la Convention. Mais il y a eu ensuite transfert des affaires au TIDM, avec bien sûr l'accord des parties. Dans l'affaire Bangladesh-Myanmar, elles ont été transférées au tribunal dans sa formation plénière de 21 juges, et dans l'affaire Ghana-Côte d'Ivoire, à une chambre spéciale composée de 5 juges. Il me semble qu'en prenant cette décision de transfert, les parties ont été essentiellement motivées, pas exclusivement, mais essentiellement motivées par des considérations économiques et logistiques, parce que lorsqu'une affaire est soumise à l'arbitrage en vertu de l'annexe 7, sorte d'arbitrage ad hoc, les parties sont non seulement responsables du choix des arbitres et de l'entité qui administrera l'arbitrage, mais elles doivent en outre en assumer le coût. Alors que le tribunal de Hambourg, tout comme la Cour internationale de justice d'ailleurs, est composé de juges permanents et doté d'un greffe expérimenté et d'excellentes installations mises gratuitement à la disposition des parties. Tournons-nous maintenant vers l'autre institution qui partage le palais de la paix avec la Cour, c'est-à-dire la Cour permanente d'arbitrage. C'est assez remarquable, mais en 1980, aucune affaire n'était inscrite au rôle de la Cour permanente d'arbitrage, la CPA. Je lisais le rapport annuel 2016 de la CPA la semaine dernière. Le rapport 2017 est sorti, mais je ne l'ai pas encore regardé. Mais au vu des statistiques de 2016, la CPA offre ses services de greffe dans 4 arbitrages interétatiques, 84 arbitrages entre investisseurs et États et 46 autres arbitrages en vertu de contrats ayant un État comme partie, ou du moins une entité contrôlée par un État, ou encore une organisation internationale. Ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas, au service d'une même cause, sans même parler du personnel du greffe. Comme je l'évoquais précédemment, la prolifération des arbitrages investisseurs-États au cours de ces 20 dernières années est une mine d'expérience pour les juristes, avocats et praticiens dès lors que le droit international est en jeu. L'arbitrage en matière d'investissement soulève généralement de multiples questions de droit international public. La capacité des investisseurs privés à porter plainte directement contre l'État, que ce soit en vertu d'un contrat ou d'un traité, l'interprétation et l'application des traités bilatéraux d'investissement ou des accords commerciaux multilatéraux, l'attribution à l'État lui-même
d'actes d'une entité étatique, amenant les tribunaux d'investissement à invoquer fréquemment les articles 4, 5 et 8 sur la responsabilité de l'État. Le juste équilibre à réaliser entre la prérogative qui revient à l'État de légiférer dans l'intérêt public et les attentes légitimes des investisseurs étrangers, la possibilité d'invoquer la nécessité, l'évaluation de l'indemnisation pour expropriation ou violation de la règle du traitement juste et équitable, ainsi que le sens et la portée des clauses de la nation la plus favorisée, pour ne citer que quelques-uns des sujets qui peuvent se présenter dans un arbitrage entre un investisseur et un État, qui tous relèvent du droit international public, alors que ça n'était pas le cas dans les années 70. Prenez la célèbre affaire de la Barcelona Traction, tranchée en 1970 par la Cour. Il s'agissait de dire, entre autres, si la Belgique avait qualité pour défendre les intérêts de ses ressortissants, actionnaires d'une société canadienne, la Barcelona Traction Light and Power Company, contre l'Espagne, en raison des mesures prises par cette dernière, prises par l'Espagne, qui portaient gravement atteinte à la viabilité financière de la société. Dans son jugement, le tribunal, la Cour, ayant rejeté la demande de la Belgique, celle-ci fit remarquer qu'un tort causé à une société cause souvent un préjudice à ses actionnaires, mais que ce fait n'implique pas que les deux parties soient en droit de réclamer une indemnisation. Je cite ici le tribunal dans son arrêt de 70, chaque fois qu'un actionnaire est lésé dans ses intérêts par un acte commis à l'encontre de la société, c'est à cette dernière, la société, qu'il doit s'adresser pour intenter une action appropriée, car bien que deux entités distinctes puissent avoir subi le même préjudice, c'est la seule entité, la société, elle seule, dont les droits ont été violés. Fin de citation. Aujourd'hui, la conclusion de ce qui, à ce jour, représente plus de 3000 traités bilatéraux ou d'investissements bilatéraux et accords commerciaux multilatéraux a fondamentalement changé la dynamique. Bref, personne privée comme personne morale, particulier comme entreprise, disposent souvent d'un fondement juridique qui leur permet de se retourner directement contre l'État pour violation présumée de l'obligation du traitement juste et équitable, de l'interdiction de toute discrimination, de l'obligation d'assurer une protection et une sécurité intégrale, de l'interdiction du déni de justice, de vider de leur substance les attentes légitimes d'une partie, l'interdiction de l'expropriation. À l'époque où la Cour rendait son jugement de l'affaire Barcelona Traction, soit 4 ans seulement après l'entrée en vigueur de la Convention de Washington et du CIRDI, la Cour attirait l'attention sur le fait que la scène juridique internationale était en train de changer. Citant une fois encore le jugement de la Cour, le jugement de 70, que ce soit sous la forme de traités multilatéraux ou bilatéraux entre États, ou sous celle d'accords entre États et entreprises, la protection des investissements étrangers a connu depuis la Seconde Guerre mondiale un développement considérable. Les instruments en question contiennent des dispositions relatives à la juridiction et à la procédure en cas de litige concernant le traitement des sociétés d'investissement par les États dans lesquels elles investissent des capitaux. Parfois, les sociétés sont elles-mêmes investies d'un droit direct de défendre leurs intérêts contre les États par le biais des procédures prescrites. Fin de citation. Vous voyez que la Cour avait très bien compris ce qui était en train de se passer. Si vous consultez les statistiques du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, le CIRDI, ces statistiques le confirment. On compte actuellement 153 États partis à la Convention CIRDI. Le premier arbitrage fut enregistré par le CIRDI en 1972. Mais au cours des 8 années suivantes, de 1972 donc à 1980, 9 affaires seulement opposant investisseurs et États furent enregistrées par le CIRDI, soit en moyenne une par an. Même disette, en gros, entre 1981 et 1996, où le CIRDI a enregistré environ 29 nouvelles affaires, c'est-à-dire 2 par an,
Et au cours de cette période de 15 ans, en fait, au cours de 7 de ces années, aucune affaire n'a été enregistrée ou une seulement. Mais depuis lors, la jurisprudence du CIRDI a connu une croissance exponentielle. De 1997 à 2007, 221 nouveaux dossiers ont été enregistrés, soit une moyenne d'environ 22 par an. Et de la fin 2008 à 2016, plus de 300 nouvelles affaires ont été enregistrées, dont 50 en l'année 2012 et 52 en 2014, toutes mesures confondues. C'est quand même assez impressionnant comme bilan. Et cela n'inclut même pas les affaires qui ne relèvent pas du CIRDI, le CIRDI n'assurant que les fonctions de secrétariat. En termes géographiques, on peut dire qu'environ 25% des affaires CIRDI concernaient des États d'Europe de l'Est ou d'Asie centrale, 24% d'Amérique du Sud, 16% d'Afrique subsaharienne, 10% d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient et 7% respectivement des États d'Europe occidentale, d'Asie du Sud et de l'Est et du Pacifique et de la région Amérique du Nord et centrale et Caraïbes. Alors avec l'entrée en vigueur d'un nombre croissant de TBI et d'accords multilatéraux, les investisseurs, grâce souvent à leurs conseillers juridiques, ont réalisé que ces instruments leur donnaient la possibilité d'engager directement des poursuites contre l'État pour violation de ses obligations conventionnelles. Et c'est maintenant devenu une pratique courante dans les cabinets d'avocats. Au service du contentieux, c'est là que je travaille, je suis avocat plaidant, je travaille au service du contentieux et je m'efforce de faire comprendre à mes collègues du contentieux la nécessité de structurer les projets d'investissement internationaux, non seulement en tenant compte des considérations fiscales, mais aussi de savoir si l'investissement acheminé via une juridiction qui a un traité bilatéral d'investissement, un peu comme un traité d'investissement bilatéral avec l'État, ou si l'investissement ou l'investissement sera réalisé, Ou de l'autre côté de l'équation, les États qui se sont soudainement retrouvés défendeurs dans des litiges importants, dans des arbitrages d'investissement, ont souvent été pris de court. Qu'avait-il signé en devenant partie à la Convention de Washington, en ayant conclu toute une série de traités bilatéraux d'investissement qui semblaient relativement inoffensifs au moment de leur signature? Et je ne suis pas le seul, d'ailleurs, à avoir discuté avec des collègues, des représentants d'États qui ont négocié nombre de ces traités bilatéraux d'investissement dans les années 1980 et 1990, qui peuvent vraiment avouer qu'ils ne savaient pas à quoi ils s'engageaient à l'époque. Ça semblait être une bonne idée, a priori, mais en était-ce vraiment une? On voit maintenant certains États dénoncer la Convention de Washington ou modifier leur modèle de traités bilatéraux d'investissement. Et en Europe, la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Achmea a jeté une ombre sur la légalité des clauses compromissoires dans les TBI intracommunautaires. On parle actuellement de la création d'un tribunal permanent des investissements à la CNUTSI qui serait doté d'un mécanisme d'appel. Et en mars dernier, le représentant américain au commerce a reconnu que les États-Unis voulaient se retirer de l'ISDS, c'est-à-dire le système de règlement des différends entre investisseurs et États, Investor State Dispute Settlement, l'ISDS, du règlement des différends entre investisseurs et États. Et de l'ALNA. Alors, retour à l'époque où l'État épousait les revendications des entités privées. Il y a tellement de conventions en vigueur, je crois que l'arbitrage investisseur-État va continuer à être une source inépuisable d'affaires pour les juristes que nous sommes. Mais il m'arrive de me dire que même avec la meilleure volonté du monde, ceux qui tentent continuellement d'améliorer les règles ou conventions d'arbitrage
eux-mêmes risquent de produire des résultats contre-productifs et risquent d'effrayer les utilisateurs potentiels. Aujourd'hui, la prolifération de l'arbitrage investisseur-État a eu d'autres répercussions aussi sur lesquelles les avis sont partagés. Par exemple, le nombre croissant de demandes d'investissement introduites par des partis privés qui comptent sur le financement de tiers, souvent avec l'aide de leurs conseillers juridiques, pour financer les coûts de l'arbitrage, y compris d'ailleurs les honoraires des avocats et des experts. Pour leur part, les tiers financeurs, qui après tout recherchent essentiellement un retour sur investissement, à la hauteur du risque qu'ils prennent, deviennent de plus en plus sophistiqués. Nombre d'entre eux emploient désormais des personnes très au fait de l'arbitrage entre investisseurs et État pour évaluer les chances de succès de voir telle ou telle affaire prospérer dans le cadre d'une diligence raisonnable, leur audit pré-acquisition si vous voulez. Cela dit, à titre personnel, je ne suis pas contre le financement par des tiers. Il me semble qu'une entité privée devrait pouvoir financer une affaire comme bon lui semble. Il s'agit d'un arbitrage entre investisseurs et État où un demandeur serait financé par un tiers bailleur de fonds qui n'a pas révélé le fait qu'il faisait affaire avec un cabinet d'avocats dans lequel le président du tribunal, je reviens sur cette affaire que j'ai connue personnellement, un client, un arbitrage investisseur-État, le plaignant était financé par un tiers bailleur de fonds qui n'avait pas révélé le fait qu'il faisait affaire avec le cabinet d'avocats dans lequel le président du tribunal d'investissement était associé. Et jusqu'à peu de temps avant le début des audiences, il semble que le président du tribunal lui-même ne savait pas qu'un tiers bailleur de fonds était impliqué dans l'affaire et encore moins qu'il avait fait affaire avec son cabinet d'avocats à lui. Lorsque la chose s'est sue, tardivement d'ailleurs, assez tard dans la procédure, le président a démissionné et l'arbitrage s'est retrouvé complètement perturbé dans un grand désordre. Ensuite, se pose la question des non-partis aux arbitrages d'investissement qui demandent la possibilité de soumettre des mémoires d'amicus curiae, qui sont aussi parfois justifiées pour des raisons de transparence. Et là, je dois avouer, peut-être est-ce mon âge, n'est-ce pas? Je suis un petit peu vieux jeu. Mais la tendance en arbitrage d'investissement est sans aucun doute à une plus grande transparence. Contrairement à l'arbitrage commercial, les sentences arbitrales entre investisseurs et États sont presque toujours publiées. Ce qui a eu d'ailleurs un effet positif, cela contribue à asseoir une jurisprudence constante en ce qui concerne un certain nombre de questions juridiques qui se posent dans les arbitrages d'investissement. Je suis favorable à cette pratique qui s'avère utile et saine. Mais je pense que je suis probablement minoritaire à ne pas comprendre pourquoi les non-partis à un arbitrage d'investissement devraient pouvoir mettre le nez sous la tente en déposant des mémoires d'amicus curiae, à moins que ces mémoires puissent réellement aider le tribunal en raison de leur connaissance spécialisée d'une question particulière. Je suis raisonnablement convaincu que de nombreux États contractants à la Convention de Washington n'ont pas envisagé une telle évolution lorsqu'ils sont devenus partis à la Convention. Pas plus que ne s'attendaient d'ailleurs à ce que des tiers déposent des mémoires d'amicus curiae. Et je tiens à faire le distinguo entre les interventions d'amicus curiae et la demande d'autorisation d'intervenir dans le cadre d'une procédure ou de règles clairement définies. Mais je ne pense pas que la plupart des États partis à la Convention de Washington envisageaient la possibilité de présenter des mémoires d'amicus curiae lorsqu'ils ont conclu cette convention. Il est certain que le règlement d'arbitrage du CIRDI, à l'origine, ne contenait pas ce qui figure maintenant dans la règle 37 concernant la possibilité pour une partie non contestante de présenter des mémoires au tribunal. Ce sont des questions dont vous pouvez débattre à loisir. Et même en droit national, la loi en vigueur ne sont pas à l'abri d'ailleurs de nombre de ces tendances. Ainsi, en 2016, je dis bien, oui, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a vu plus de 800 nouvelles affaires déposées, dont environ 15% impliquaient des États ou des entités étatiques comme parties
à la procédure d'arbitrage. D'autres institutions arbitrales telles que le Centre d'arbitrage international de Singapour ou le Cour d'arbitrage international de Londres connaissent également une forte croissance dans le nombre d'affaires qui leur sont confiées. Et en outre, il semble que de plus en plus de pays souhaitent créer leur propre centre d'arbitrage, capable de gérer non seulement les litiges commerciaux, mais aussi des affaires impliquant des États ou des entités publiques. Mais les marchés vont-ils soutenir ce type de croissance? Personnellement, je n'en suis pas convaincu. C'est pas par hasard que les organismes d'arbitrage les plus performants se trouvent dans des pays très respectueux de l'état de droit et dotés d'un système judiciaire efficace, ce qui favorise la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. Et ces institutions sont également dotées de professionnels compétents avec une solide expérience de l'arbitrage et de l'administration. Les nouvelles institutions, il en est tous les mois ou presque, sont confrontées au défi du renforcement des capacités internes et au risque d'une rotation relativement rapide du personnel, d'un taux de renouvellement de leur personnel, sans parler du fait que les sentences arbitrales dont elles sont le siège sont exécutoires dans ce pays. Et de nombreux praticiens de l'arbitrage ont commencé leur carrière en travaillant avec des institutions d'arbitrage pour ensuite se laisser attirer par des cabinets d'avocats pour mettre en pratique ce qu'ils prêchaient. Les institutions d'arbitrage doivent être à même de gérer ces situations, ce que les plus mûrs, bien sûr, peuvent faire. Mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que cela est devenu un terreau très fertile pour les praticiens que nous sommes. Ce que Oscar Charter appelait autrefois le collège invisible des avocats internationaux, le barreau invisible, est devenu une communauté beaucoup plus large et beaucoup plus visible. Il est vrai que lorsqu'il s'agit d'affaires portées devant la Cour internationale de justice ou d'un arbitrage d'État à État, on va se dire encore les mêmes, toujours les mêmes conseils et avocats. Mais les nouveaux visages sont toujours les bienvenus et on constate une diversité croissante des profils à la barre dans la grande salle de justice du Palais de la Paix sur le banc. La première femme à siéger en tant que juge à la CJ était le formidable professeur français Suzanne Bastide. Je pense, a été nommée par la Tunisie comme juge ad hoc dans les procédures d'interprétation et de révision dans l'affaire suivie dans cette affaire. Elle a été suivie par Dame Rosalind Higgins, élue à la Cour en 1995, qui est devenue présidente de la CIJ en 2006. La présidente Higgins a apporté à la Cour internationale de justice non seulement sa compétence, son expertise économique, mais aussi son expérience de praticienne, très au fait quelles étaient des questions pratiques auxquelles les avocats qui comparaissent devant la Cour sont souvent confrontés. En 2010, c'est la juge Chouet qui a été élue vice-présidente de la Cour et la juge Donoghue qui ont été élus à leur tour, suivis par la juge Sebutinde en 2012. Il y a aussi 3 femmes qui siègent au tribunal international de Hambourg. La Cour est le principal organe judiciaire des Nations Unies et applique le droit international en vertu de l'article 38 de son statut. Et cela, ajouté à la composition de la Cour et au fait que la Cour, comme vous l'avez entendu, a 2 langues officielles, le français et l'anglais, présuppose une certaine diversité dans les traditions juridiques que les juges apportent à la magistrature. Il en va de même de l'article 9 du statut de la Cour, qui prévoit que les électeurs des juges à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité doivent avoir bien présent à l'esprit que les personnes qu'ils doivent élire doivent non seulement posséder des qualifications requises, mais, je cite, que dans l'ensemble de l'organe, la représentation des principales formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde doit être assurée. Fin de citation. Malheureusement, me semble-t-il, on ne peut pas en dire autant de la diversité des personnes qui viennent se présenter devant la Cour ou devant le TIDM et, dans une moindre mesure, devant les tribunaux des États investisseurs en tant que conseillers et avocats.
Il s'agit sans doute de personnes qui possèdent des qualifications requises, mais à mon avis, une plus grande diversité géographique et une plus grande parité hommes-femmes serait la bienvenue. Et c'est une contribution à la pratique du droit international que tous les étudiants participant à l'académie présents dans cette salle peuvent et doivent apporter. Mais faites-le sérieusement. Comme Mark Twain le disait un jour, le secret pour réussir, c'est de commencer. Mais bien sûr, il disait aussi, ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez remettre à après-demain. Autre citation de Mark Twain. Plusieurs années durant, lors d'un atelier organisé à Londres sur les questions de droit international, un participant a demandé au professeur James Crawford, ça veut dire qu'on veut me vider de la salle, c'est ça? A demandé au professeur James Crawford, c'était avant qu'il soit juge, combien de temps il devrait rester. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Il dit, quelqu'un a demandé au professeur Klein, je reprends, comment arriver à une position où l'on peut plaider dans le tribunal? Et la réponse du juge Crawford ou du professeur Crawford, devrais-je dire, a été, il suffit d'en avoir une. Mais ce n'était pas une remarque faite comme ça, désinvolte. En effet, la meilleure façon de s'impliquer dans un litige d'État à d'État, c'est de travailler soit avec un service gouvernemental qui se trouve engagé dans une affaire ou un universitaire qui représente fréquemment les États dans ce genre d'affaires, soit avec un praticien tel qu'un avocat ou un juriste qui fait partie d'un cabinet rompu à ce genre de sujet. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de cabinets d'avocats spécialisés en contentieux interétatiques, beaucoup sont impliqués dans l'arbitrage des investissements, alors que, comme je l'ai dit, les questions de droit international sont très importantes. Un rôle très important pour les multinationales. Je peux vous donner quelques exemples du type de questions que les entreprises, par opposition aux États, posent au Conseil. Ils s'enquièrent de la façon dont il faut traiter les sanctions internationales. De toute évidence, les sanctions peuvent fondamentalement la simple perspective de sanctions peut fondamentalement affecter les opportunités commerciales des entreprises. Le droit international de l'environnement est un autre exemple. Y a-t-il un risque de préjudice transfrontalier dans le contexte de projets d'infrastructure? Les activités pétrolières et gazières. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du film Marathon Man, où Dustin Hoffman, qui est torturé par Sir Laurence Olivier, installé dans le fauteuil du dentiste. Lawrence demande à Hoffman, « Ça va bien se passer? Dis-moi, ça va bien se passer ?» Ça peut avoir des implications très importantes. C'est la question d'ailleurs que se posent les compagnies pétrolières lorsqu'elles investissent dans des zones offshore. Dans l'affaire du Ghana et de la Côte d'Ivoire, une compagnie pétrolière opérait au milieu d'un projet improprement avec 5 milliards de dollars à la clé, à fort effet de levier pour un champ offshore en plein milieu de la zone contestée par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et lorsque cette procédure a été engagée et que la Côte d'Ivoire a demandé à ce que l'on prononce des mesures provisoires interdisant toute opération pétrolière en attendant la résolution de l'affaire, le cours de l'action de cette compagnie pétrolière a chuté de 8%. Or, c'est une société cotée en bourse au Royaume-Uni. 8% en un jour, ça attire l'attention de la direction parce que ça peut faire très très mal. Et cela les incite à appeler leurs avocats au secours. Le droit de l'environnement, que je l'ai mentionné déjà, le droit des droits de l'homme. Évidemment, il y a beaucoup d'affaires où les entreprises se trouvent confrontées à des problèmes de droits de l'homme dans leurs opérations à l'étranger. Et comme je l'ai mentionné, la protection des événements. Alors, il y a de nombreuses possibilités de faire carrière en droit international. Je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai le sentiment qu'en dehors du type de litige existant à l'heure actuelle, nous allons nous concentrer de plus en plus sur l'accès aux ressources en eau douce, la production d'énergie hydroélectrique ou sur le type de questions soulevées dans l'arbitrage relatif aux eaux du fleuve Kisanganga entre l'Inde et le Pakistan. Et bien sûr, la question de la responsabilité environnementale transfrontalière, les droits de l'homme, mais aussi la limitation du plateau continental, les limites du plateau continental au-delà de 200 000 et même le travail dans la zone internationale derrière la juridiction nationale. Je pense que la cybersécurité va prendre de plus en plus de temps et d'importance.
mais il s'agit d'être réaliste. Ceux d'entre vous qui pensent pouvoir se tailler une carrière consacrée exclusivement à la pratique du droit international public risquent d'être déçus. Comme le faisait remarquer un jour le prix Nobel Richard Feynman, maintenant, le premier principe, c'est il ne faut pas se faire d'illusions. Ne vous faites pas d'illusions. Or, vous êtes la personne la plus facile à tromper. La réalité, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de litiges interétatiques pour qu'on puisse se concentrer exclusivement sur ce domaine fort étroit de la pratique. Moi, je reçois beaucoup de demandes, de candidatures de personnes qui veulent pratiquer le droit, s'impliquer dans des litiges entre États. Et c'est un objectif louable, mais ça n'est pas suffisant. Et je dis aux candidats qu'ils ne peuvent pas vivre, au moins dans un cabinet d'avocats, du seul droit international public. En matière de résolution des litiges, il y a tout un éventail de compétences plus larges qu'il faut avoir. Il faut être prêt à s'intéresser à l'arbitrage en matière d'investissement et du commerce, ainsi que les affaires contentieuses qui peuvent impliquer des questions de droit international. Je conseille également aux personnes qui sont intéressées d'essayer d'apprendre les trucs et les ficelles sont utiles dans certains secteurs, dans le secteur dans lequel ils se spécialisent. Il faut qu'ils acquièrent des connaissances spécifiques, peut-être dans le domaine de l'énergie ou de la construction ou d'autres secteurs qui sont essentiels aux projets internationaux. Ça ne veut pas dire que il faut devenir expert dans tous ces domaines, mais c'est quand même utile de pouvoir en parler la langue. De nombreux litiges, en particulier dans le cas de l'arbitrage investisseur-État, parfois des litiges interétatiques, trouvent leur origine dans des litiges relatifs à ce type d'industrie, de secteur ou d'entreprise. Il est utile d'en connaître les ficelles, d'en savoir le plus possible, de pouvoir en tout cas parler la langue. J'en arrive donc à la fin. Jean-Marc, rassurez-vous, c'est une période passionnante pour pratiquer le droit international. C'est vraiment un élément central de notre monde de plus en plus globalisé. Mais permettez-moi de vous donner un dernier conseil que j'aime bien donner aux avocats de mon propre cabinet. C'est le conseil suivant. Prenez toujours votre travail très au sérieux, mais vous, ne vous prenez jamais au sérieux. Nul n'est irremplaçable. Les prima donnas peuvent laisser leur personnalité à la maison. La pratique du droit international est stimulante. C'est un défi intellectuel, c'est passionnant, mais ça doit également avoir un côté ludique. Vous savez, pour certains d'entre vous, que je suis un grand fan de Star Trek, et sur cet aperçu partiel, très partiel de la pratique du droit international, permettez-moi maintenant de vous quitter sur ces mots des Vulcains. Allez et prospérez. Merci beaucoup.